Bonjour et bienvenue pour ce deuxième épisode d'Arrêt Caméra. Bonjour Julie. Bonjour Morgane. J'espère que tu es prête pour ce second numéro. Nous avons été ravis et surpris de voir l'accueil positif du premier épisode. Ouais, je confirme, mais j'en profite au passage pour faire deux choses. D'abord, je tenais à remercier tous les gens qui nous ont écoutés, qui nous ont envoyé aussi leur retour constructif. J'ai pas encore pris le temps, ni Morgane, ni moi, parce que nous étions en vacances de répondre à tout le monde, mais on le fera. Merci à tous ceux qui ont liké, retweeté, commenté de façon générale sur Twitter tout ce qu'on a fait. Et aussi, je voulais donner un chiffre récent parce que je ne l'avais pas fait. Pour le premier épisode d'Arrêt Caméra, je ne sais pas ce que tu en penses, Morgane, mais on est très contents. Enfin, je crois que toi aussi, tu es content. Je suis très content. On a dépassé les 800 écoutes et c'est un chiffre qui continue à progresser, notamment sur Spotify. À titre personnel, je n'en attendais pas autant. Moi non plus, et du coup, on a été surpris, et même pour fêter les 500 écoutes, on avait sondé notre public sur la thématique qu'on voulait aborder pour le sujet qui fâche, qui est la première partie de notre podcast. On avait parmi 4 propositions, il y avait celle qui avait gagné, c'était la redevance audiovisuelle, d'une courte tête par contre. Ça s'est joué à un point, on avait 4 propositions. Alors oui, il y avait de mémoire donc. J'avais mis, parce qu'en fait, pour un sondage Twitter, on ne peut pas faire beaucoup de caractères. Donc j'avais mis redevance et cinéma, je ne pouvais pas faire plus long. J'avais mis de mémoire aussi le spoiler au cinéma. C'était quoi les 2 autres sujets, Morgane ? Je sais plus. Attends, j'ai un petit trou. Ah oui, comment joue correctement un acteur au cinéma ? Ah oui, c'était une proposition d'un auditeur d'ailleurs. C'est ça qu'on avait reprise. Et puis, il y en a une dernière, bref, je ne sais plus laquelle c'était, mais ça se jouait à 26%, 25%. Enfin, je pense que chaque proposition s'est jouée à 10 votes. Et bien évidemment, celui qui l'a emporté, donc la redevance au cinéma, enfin, la redevance et le cinéma, donc la redevance audiovisuelle par extension, je pense que c'est un cadeau empoisonné, c'est le sujet le plus compliqué. Je vous dis pas merci, mais on va quand même en parler. Oui, puis on a bien potassé le sujet, pardon. J'en profite aussi pour annoncer le programme du jour. Donc après le sujet qui fâche, et donc la redevance audiovisuelle, on parlera des 3 films suivants. Nope de Jordan Peele, Leila et ses frères de Saïd Rostahi et 3000 ans à t'attendre de George Miller. Et en dernier, on parlera d'un film VOD, SVOD. Tu veux l'annoncer, Julie ? Oui, en fait, pour cette fois-ci, on va pas aborder un film SVOD ou AVOD, donc pas un film sur les plateformes des gens du streaming notamment, pas un film Netflix ni Amazon, parce que là, sur les 15 derniers jours, il n'y avait pas grand-chose qui me bottait. Toi non plus, je crois, Morgane, tu n'étais pas super emballé. On a voulu s'épargner Le Bon Samaritain avec Sylvester Stallone, je crois que c'était pas la peine. Et donc, quitte à prendre un film sorti directement en VOD à la demande et un film dont pas grand monde a parlé, j'ai eu l'idée de nous pencher sur un film disponible sur Univers Ciné, qui est Escape from Mogadishu de Ryu Seung-wan, un film coréen qui se déroule en Afrique. Je rappelle à nos nouveaux auditeurs qu'en première partie, nous abordons des sujets généralistes autour du cinéma et qui font l'actualité. Pour cet épisode, nous nous penchons sur la récente suppression de la redevance audiovisuelle, suite à l'adoption du projet de loi des finances rectificatif pour 2022, le 23 juillet dernier. Julie, tu peux expliquer ce qu'était la redevance ? Oui, en quelques mots et sans noyer qui que ce soit sous les informations, la redevance était, parce qu'il faut désormais en parler au passé, comme tu l'as précisé Morgane, c'était un impôt. Et en tant que tel, donc, un impôt, ça ne concerne pas tous les Français. Alors, petite précision au passage, parce qu'il y a des gens qui vont forcément se le dire, c'est pas le cas de la TVA, je la mentionne, j'y reviendrai plus tard. Donc la redevance,
C'était un impôt qui servait à financer le fonctionnement des chaînes de télévision du service public, de la radio aussi, France Inter, France Culture, enfin il y en a quelques-unes dans le package, ce que les gens d'ailleurs savent moins, que ça concerne aussi la radio, et qui était payé cet impôt, la redevance, par ceux qui possédaient une télé à hauteur, le montant exact c'était 138 € par foyer, ce qui au passage était donc toujours moins que l'Allemagne ou le Royaume-Uni par exemple. Ah oui, et je précise d'ailleurs qu'elle était d'un montant moindre en Outre-mer, soit 88 euros. Concrètement, la redevance, ça représentait quoi? Selon les dernières sources, elle a rapporté 3,2 milliards d'euros à l'État en 2021. C'est pas mal, c'est plus que ce que je gagne par an. Chaque année, elle était ensuite distribuée telle qu'elle. Environ 66% allaient à France Télévisions, 16% à Radio France, 7% à Arte, 6% à France Média Monde, 2% à l'INA et encore 2% à TV5 Monde. Si je peux me permettre une précision par rapport à ça, vu que je travaille moi-même dans le service public, en fait, pourquoi il y a des chaînes qui touchaient plus de la redevance et d'autres moins? Tout simplement parce qu'il y a des chaînes qui sont financées, qui étaient financées quasi exclusivement grâce à ça, comme ce qui est France Télé. Et il y a des chaînes, par exemple, comme Arte. Arte, tout le monde sait que c'est franco-allemand. Donc Arte était financé en partie par la redevance et en partie par le gouvernement. Enfin, le gouvernement allemand, non, mais côté Allemagne, disons. Exactement. Dit comme ça, on a du mal à envisager ce que ça représentait dans les revenus de ces médias. Alors sachez que selon ces mêmes médias, la redevance représentait une part de 82% des financements de France Télévisions, 86% des financements de Radio France, et même jusqu'à 95% des financements d'Arte France, du coup. Oui. On comprend pourquoi ces médias s'alarment de la suppression de l'impôt. La suppression de la redevance, elle a été votée pour deux raisons. Bon, alors, en dehors de ces deux raisons, c'était dans le programme de notre cher président Emmanuel Macron. Mais donc, dans les deux raisons, d'abord parce que c'était un impôt qui, je cite, l'explication ne correspondait plus aux usages des citoyens français, puisque les gens regarderaient la télévision sur leur ordinateur. Et donc, vu que c'est un impôt qui était payé quand on possédait une télé, c'est-à-dire que les gens qui regardent les chaînes du service public sur leur ordinateur échappaient à la redevance. Et puis, j'ai envie de dire, quand le dicton dit que c'est gratuit, c'est toi le produit, c'est le cas aussi pour la redevance. Là où, auparavant, concrètement, une partie de la population française payait la redevance, parce qu'en fait, c'était un impôt qui était fixé quand on avait donc une télé, mais aussi en fonction des revenus. Là, sa suppression, on voit mal comment on ne va pas ponctionner ailleurs en touchant le plus de gens possible. Et pour en revenir à la TVA, dans les modes de financement de la redevance, donc qui a été supprimée, mais les modes de financement à l'heure actuelle, il était question de les collecter en prenant quelque part sur la TVA. Je crois, Morgane, que tu avais vu aussi dans les pistes d'exploration qu'il était question de la prélever sur les taxes des paquets de cigarettes, c'est ça? Ouais, c'est ça, augmenter les tabacs, enfin le prix du paquet de cigarettes est taxé dessus. Bref, on voit qu'on cherche à rogner partout, mais donc, quoi qu'il en soit, TVA ou paquet de cigarettes, le problème reste le même. Encore une fois, c'est plus une partie de la population française qui paierait ce montant-là, mais tout le monde, au final. Et donc, concrètement, je ne sais pas ce que toi tu as trouvé, Morgane, mais moi, de ce que j'ai cherché et de tous les sujets que j'ai vus sur le sujet, et aussi de ce que j'entends côté pro, on ne sait toujours pas comment ça va être financé. Ouais, ils sont toujours évasifs. Donc avec un financement au bon vouloir de l'État, se pose également la question de l'indépendance du service public vis-à-vis du pouvoir et sur l'affaiblissement de son rôle. Quant au cinéma, la suppression du financement principal de l'audiovisuel public pose question. Je rappelle que le cinéma français est en partie financé par la télévision. Donc depuis 1984, les chaînes de télévision ont en effet des obligations d'investissement dans la production d'œuvres cinématographiques françaises et européennes. En outre, une taxe est prélevée sur leur chiffre d'affaires pour soutenir le secteur de la production. Et donc quelques exemples, la filiale France 2 et France 3 Cinéma soutient une 60aine de films par an, tandis que Arte France Cinéma apporte son aide à une 20aine de films par an. Il y a forcément des gens qui vont s'exclamer en nous écoutant, à part dans leur camp, bien sûr, mais le cinéma français, ça vaut rien, il n'y a que des comédies pourries, ou du coup je suis content, je paie plus de redevances, mes impôts vont pas financer n'importe quoi au moins.
Ce serait déjà oublier qu'un impôt, ce n'est pas un acte marchand. C'est-à-dire, un impôt, c'est pas on rentre chez le boulanger, on lui donne des sous et hop, il nous donne une baguette. Un impôt, ça fonctionne pas comme ça. Quand on est riche, on paie pour les pauvres. Quand on est bien portant, on paie pour les malades, etc. L'impôt fonctionne de cette façon. Alors, je dis pas que l'impôt est juste, loin de là, mais il a une logique qui vise à une meilleure répartition et le financement de la création indirectement via la redevance, c'était pareil. C'est d'autant plus dommage pour le cinéma que le service public fait de gros efforts pour essayer de lutter contre les géants du streaming. En tête en France, Netflix, Amazon Prime et Disney+. Enfin, si vous regardez bien, on voit de plus en plus de films disponibles gratuitement, et j'insiste sur le gratuitement, sur les plateformes des chaînes du service public, en tête arte.tv, France.tv, TV5 Monde+, bref, n'importe qui peut y accéder, et ça aussi, la redevance le finançait. Ouais, en plus de risquer de tous passer à la caisse et la perte d'indépendance des médias publics, concrètement, quelles sont les autres conséquences de la suppression de la redevance ? On peut faire que des suppositions, il faut être honnête là-dessus. En parallèle de cette suppression, déjà, peut-être que les gens ne le savent pas, il y a des rumeurs qui courent depuis un certain temps sur des fusions radio-télévision, comme c'est le cas à l'étranger en Europe. Il me semble que c'est au Royaume-Uni, la BBC, radio et télévision ont été fusionnées. Et quand il y a fusion, c'est toujours pour réduire les coûts. On ne peut pas dire que ce qui a été supprimé avec la redevance sera alloué aussi avec un montant similaire lors du vote du budget au Parlement français. On n'en sait strictement rien. Et en tout cas, ça n'a pas l'air parti pour augmenter parce qu'en règle générale, quand on supprime un fonds, une dotation captée via l'impôt, c'est pas pour en donner plus derrière, sinon ça se saurait. Comme tu l'as dit Morgane, il y a des obligations de financement dans la production française. Donc si ça réduit, on sait très bien où ça va réduire. Ça réduira sur les aides à la production pour d'autres pays à cause de ces obligations. En clair, on peut tout imaginer, mais dans les cas où on parle de cinéma et donc de la création en général, il n'y a pas grand monde qui en sortira gagnant. On ne va pas du tout se faire d'illusions dessus. Sans transition, on passe à la critique des films sortis ces 15 derniers jours. Leïla et ses frères est le troisième film de la nouvelle coqueluche du cinéma iranien, Saïd Roustaï. Si son premier long-métrage Life and a Day n'a pas bénéficié d'une sortie dans les salles françaises, il s'est fait connaître en France l'année dernière avec La Loi de Téhéran. La sélection cette année de Leïla et ses frères en compétition à Cannes n'est pas anodine. Elle fait suite à une longue histoire d'amour entre Cannes et le cinéma iranien, d'Abbas Kiarostami à Asghar Farhadi, en passant par Jafar Panahi ou Mohammad Rasoulov. C'est un film qui n'a pas été primé, Leïla et ses frères, à l'exception du prix Fipreci. Je crois qu'on dit Fipreci, si ce n'est pas le cas, vous me reprendrez. Donc le prix Fipreci, qui est un prix parallèle décerné par un jury composé de critiques internationaux, qu'à titre personnel, je ne connais pas du tout. Pourtant, Leïla et ses frères avaient sur le papier les arguments pour figurer au palmarès cannois. De quoi parle le film, Morgane ? De Leïla, Leïla du titre, une femme qui a dédié sa vie à ses parents et ses 4 frères. Alors que sa famille croule sous les dettes, elle tente d'acquérir une boutique au centre commercial où elle travaille pour enrôler ses frères qui sont au chômage. Chacun y met toutes ses économies, mais il leur manque un dernier soutien financier. Au même moment, et à la surprise de tous, leur père Esmaïl promet une importante somme d'argent à sa communauté afin d'en devenir le nouveau parrain. La plus haute distinction de la tradition persane. Peu à peu, les actions de chacun de ses membres entraînent la famille au bord de l'implosion. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais préciser que Leïla et ses frères fait partie de la catégorie de films à la longueur pas du tout évidente sur le papier. C'est un film qui dure 2h40. Heureusement, c'est pas un film ennuyeux, il passe plutôt bien, et ça essentiellement grâce à des dialogues très bien écrits. Oui, d'autant plus que le film, pour résumer, c'est qu'une succession de conversations et de disputes. Et les dialogues qui bénéficient certes d'une grande qualité d'écriture, il faut aussi rendre hommage à l'ensemble des interprètes. Notamment Taraneh Alidousti qui joue la Leïla du titre, ou encore Navid Mohamadzadeh qui fait un frère lâche et totalement hypocrite. Après, malheureusement, les dialogues, s'ils sont efficaces et dynamiques, la mise en scène elle est d'une extrême laideur, je trouve. Par rapport à cette mise en scène, en fait, il y a beaucoup de gens, je pense, qui ne seront pas d'accord avec nous
Et pareil, si c'est le cas, signalez-vous. Mais enfin, c'est un peu à la fois un bon mot et un gros mot dans la critique cinéma de dire ce que je vais dire. Mais voilà, si on est honnête sur Layla et ses frères, on peut affirmer, je trouve, qu'il n'y a pas de cinéma dans ce film. C'est un film qui est basé quasi exclusivement sur ses dialogues. C'est un film qui parle beaucoup, qui est bavard, on peut dire. Et le dialoguisme du film, c'est une tradition littéraire, notamment dans la littérature russe. C'est quelque chose qui a trait avec Dostoïevski. Donc, pour ceux qui l'ont pas lu, Dostoïevski, si je grossis le trait, son style, ça reste surtout des dialogues, et des dialogues très longs qui parfois peuvent s'étaler sur une bonne centaine de pages. Sans pousser le bouchon trop loin, on peut même dire que le film Leïla et ses frères s'inspire carrément des frères Karamazov de Dostoïevski dans sa dynamique des relations familiales. C'est-à-dire que voilà, les frères Karamazov, ils sont trois et il y a un père qui est complètement fantasque. Là, on a une sœur en plus, ils sont quatre et on a cette figure-là du père qui est complètement fantasque. Après, ce qui fonctionne en littérature n'est pas directement transposable au cinéma. Si c'était le cas, le cinéma, ce serait pas un art. Pour qu'il y ait art, il faut qu'il y ait quelque chose en plus de ce qui est un procédé littéraire. C'est pas parce que des dialogues sont efficaces qu'ils vont faire un bon film. Et donc, il faut autre chose derrière. Et ce qu'il faut autre chose derrière, cette autre chose, bah, ça reste la mise en scène. Oui, totalement. Et puis moi, je trouve que Saïd Rostahi, quand il filme les disputes, il les filme comme une telenovela. Champ contre champ, il y a des plans d'ensemble, agrémentés de travelling et de zoom pour donner l'illusion d'un dynamisme. Le problème, c'est que ces séquences, elles représentent la quasi-intégralité du film et elles sont étirées jusqu'à l'épuisement. Esthétiquement, je crois que c'est l'un des films les plus laids que j'ai vu cette année. Il n'y a aucune dramaturgie esthétique, aucune mise en scène de la tension. Et pire encore, il n'y a aucun moment fort. La scène du mariage, qui fait office de climax, elle est totalement... c'est un parfait exemple de cette manque de points forts. Bah, c'est une scène dont j'attendais beaucoup parce que c'est celle qui est directement sur l'affiche du film, notamment pour la France. Je ne sais pas si c'est le cas pour les autres pays. Mais c'est aussi une scène dont on comprend très vite qu'elle va être l'acmé du film. Elle est placée relativement au milieu de Layla et ses frères. C'est vraiment une séquence qui est supposée être une bascule, quelque chose qui va tout changer, un événement. Enfin, je veux dire, c'est un mariage, c'est un événement, mais c'est à la fois un événement dans l'histoire et hors de l'histoire par rapport à la structure du film. Au final, il n'en est rien du tout. C'est le morceau de Layla et ses frères qui est mariné depuis l'ouverture et qui se rétame complètement parce que la tension, elle fonctionne pas dedans. C'est pour ce qui est de l'esthétique, après, moi, j'ai pas trouvé ça laid pour pinailler, mais en revanche, j'ai trouvé que c'était assez pauvre. Pour en revenir à Dostoïevski, quitte à s'en inspirer, autant aller jusqu'au bout. Pourquoi on aime Dostoïevski? Pourquoi Dostoïevski ça marche? Pourquoi Dostoïevski est un des écrivains les plus cités depuis que ses livres ont été publiés? C'est parce qu'il y a une certaine dramaturgie, un certain sens du tragique à l'intérieur, un rapport aux choses qui a une forme de transcendance, et c'est pas juste de l'esbrouf ou un échange de punchline qui, en fait, dans Layla et ses frères, vraiment, moi, m'a rappelé tout ce qui est écriture sérielle. Oui, pour revenir sur la scène de mariage, donc qui correspond à la confrontation entre la famille de Layla et celle de ses cousins plus agrandis, du coup, qui sont des gens riches, contrairement à la famille de Layla qui est donc pauvre. La famille de ses cousins a des allures de mafia avec un parrain. Et ça, pour moi, ça aurait dû être un sommet de tension. Mais malheureusement, Saïd Rostahi l'entrecoupe avec une course-poursuite totalement dénuée de toute tension. Et une scène de dispute dans une pièce exiguë où sont rangés des cartons sous un escalier entre un des frères de Layla et Beyram, je crois, qui est un peu l'équivalent du chef de famille. Malheureusement, le décor, il étouffe la mise en scène, qui était déjà peu inspirée. Et après le mariage, le film, il file tout droit vers une fin dont on devine facilement l'issue. Et en enchaînant les péripéties sans grande variation, ça va de mal en pis et on regarde les scènes se suivre sans passion, l'encéphalogramme est plat. À tel point que la scène de fin, qui est pas du tout surprenante, comme tu l'as justement expliqué, Morgane,
elle étire à l'envi une situation qu'on devinait déjà pour en faire quelque chose de quasi clipesque. C'est une scène qui a été conçue en miroir au début du film, ce qui rajoute une couche supplémentaire au didactisme général du film. Enfin, je veux dire, il y a des plans que j'ai trouvé un peu... Enfin, c'est du détail, beaucoup vont dire qu'on cherche la petite bête, mais enfin, quand on voit par exemple Leïla qui parle à un de ses frères pour montrer son opposition, qu'on fait pas de chant contre chant, et qu'on montre un plan que tu avais trouvé très laid, toi, Morgane, C'était d'ailleurs, immonde. avec l'un filmé à côté de l'autre dans des espèces de diagonales qui se traversent pour dire qu'ils s'opposent. Enfin, oui, on avait compris qu'ils s'opposaient, on n'avait pas besoin de ça. Et tout le film est montré de cette façon-là. Donc, il y a, dans cette scène finale, pour y revenir, sans dire exactement ce qu'il y a dedans pour pas spoiler, il y a la tristesse, il y a aussi la joie, mais la métaphore générale qui la sous-tend est un peu plombante, un peu lourde, avec cette espèce de côté, oui, mais c'est pas parce qu'il y a un événement tragique qu'il faut pas être joyeux, et puis il faut être tourné vers l'avenir. Enfin bref, au final, ce que ça montre, c'est que ça raconte pas grand-chose de tangible, et ça reste encore une fois à l'image du film. Heureusement, on a vu plus fin, je pense que tu es d'accord pour l'affirmer. Et notamment sur la quinzaine écoulée, puisqu'on va maintenant aborder le dernier film de George Miller, 3000 ans à t'attendre. 3000 ans à t'attendre, ce n'est pas le temps que les spectateurs ont dû attendre entre le 3e et 4e épisode de Mad Max, mais bien le titre du dernier film de George Miller, le réalisateur australien culte, revenu en grâce en 2015 avec Fury Road. Présenté hors compétition à Cannes, il s'agit d'un projet plus intimiste tourné en période de Covid, avant d'embrayer sur Furiosa, le spin-off de Mad Max, dont le tournage a eu lieu cet été. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur le film, Julie ? 3000 ans à t'attendre, c'est l'histoire d'une professeure en littérature, Alitea, joli nom au passage, qui est assez solitaire, mais pas malheureuse pour autant. En revanche, Alitea somatise beaucoup, jusqu'à s'évanouir lors d'une conférence qu'elle a donnée à Istanbul, devant un public assez nombreux. Après s'être fait offrir un souvenir sous la forme d'un flacon vide en verre par un de ses collaborateurs dans une boutique, je crois qu'on peut dire d'antiquité, elle décide de frotter le flacon une fois dans sa salle de bain avec une brosse à dents. Et bien évidemment, un génie, un djinn, dans le film en sort. Le djinn, qui est incarné par Idris Elba, lui propose de faire 3 vœux, mais elle lui fait pas vraiment confiance et elle va préférer l'entendre raconter sa vie jusqu'à son arrivée accidentelle, voire opportuniste à elle. Moi, de mon côté, j'avoue que je me méfiais du film. Les premiers visuels et l'affiche étaient plutôt de mauvais goût. L'affiche est assez laide, ok, je l'avoue. Ouais. Et finalement, 3000 ans d'attente s'est révélé être l'une des plus belles propositions cinématographiques venues cette année d'Hollywood. Le film est certes un peu didactique et on sent par moments les limites du budget. Je rappelle que le budget c'est 60 millions de dollars, ce qui n'est pas énorme pour un film hollywoodien. Est-ce qu'on a des éléments de comparaison complètement au hasard pour dire ce que ça représente, 60 millions de dollars par exemple par rapport à des films de super-héros? Ah ouais. C'est quoi? C'est combien à peu près fois plus? Peut-être 5 fois plus? Enfin non, 3, 4 fois plus, quelque chose comme ça? Ouais, 4 fois plus, par exemple, pour un film Marvel. The Batman, apparemment, c'est 100 millions, même s'il y a des doutes sur le... C'est ce que dit Matt Reeves, mais on sait pas trop. Donc disons au minimum 2 fois plus. Voilà, c'est ça. Et par exemple, Fury Road, c'était 150 millions, tu vois, donc c'est quasiment Ok. 3 fois plus. Effectivement. Mais malgré ce budget rikiki, le film n'en reste pas moins fluide et sublimé par son montage et la beauté de ses effets spéciaux. Il y a un vrai plaisir de raconter une histoire singulière, un brin désuète, qui colle avec le projet d'un film qui célèbre le pouvoir des histoires. À propos d'histoire désuète, 3000 ans à t'attendre, à titre personnel, c'est un film qui m'a rappelé beaucoup de choses. Des vieux films comme L'aventure de Madame Muir de Mankiewicz, en plus fantaisiste bien sûr, à la chiclite en littérature, un genre littéraire assez commercial à destination du public féminin que je jurerais n'avoir jamais lu, même si c'est pas vrai, puisque j'ai lu Le Diable s'habille en Prada par exemple. Donc la chiclite, un genre dans lequel les femmes vivent entre autres, notamment, des histoires amoureuses extraordinaires.
et sa version fantastique. Je le dis par abus, c'est pas tout à fait ça, il y aura des gens qui me reprendront, mais bref, par abus et pour simplifier, sa version fantastique, la bitlit, désigne abusivement donc des histoires paranormales où des femmes tombent amoureuses d'hommes qui sont des créatures étranges. Ça peut être des vampires, des loups-garous, des sorciers, des drôles d'animaux. Tu veux dire que Twilight ou True Blood, ça fait partie de ce sous-genre? Pour moi, ça fait partie de la bitlit, mais quand on cherche sur Internet, les gens préfèrent parler de romance paranormale que de bitlit. À titre personnel, je vois pas la différence entre les deux. Bref. Donc, ce genre-là, comme je disais, c'est une créature extraordinaire. Et là, dans la catégorie Tilda Swinton, qui a une histoire d'amour avec Idris Elba, qui est un djinn, pour moi, on rentre complètement dans ce qui est d'abord un genre littéraire. Et d'ailleurs, au passage, dans 3000 ans à t'attendre, c'est pas cheap du tout, contrairement à ce qu'on pourrait craindre. Finalement, toutes ces histoires, que ce soit l'aventure de Madame Muir, ou les histoires d'amour, les romances dans la chick-lit, la bit-lit, ou là, dans 3000 ans à t'attendre, en fait, elles racontent la même chose. Ce sont des femmes normales, au sens de dans la norme, qui tombent amoureuses d'hommes qui sortent de l'ordinaire pour différentes raisons. Donc là, ça va être des caractéristiques fantastiques, des traits de caractère qui les font émerger du lot, certains attributs potentiellement physiques, etc. Et des hommes qui sont donc en quelque sorte les représentants de la part masculine de ces femmes. C'est leur apprivoisement qui mène souvent à l'amour avec un grand A, la passion foudroyante qui ravage tout sur son passage. Et moi, je pense justement que si 3000 ans à t'attendre ne sont jamais dans le ridicule, c'est parce qu'il s'est dosé entre l'intimité et la grandiloquence. Un tiers du film se déroule dans des lieux intérieurs, aussi peu exaltants qu'une chambre d'hôtel ou un appartement londonien, mais le reste du film, il se déploie dans des lieux imaginaires inspirés des Mille et Une Nuits, on va faire la bonne liaison. Le film, il flirte clairement avec la série B et l'exotisme, mais il le fait dans un geste baroque et lyrique un peu fou. C'est une explosion de couleurs, des formes et des corps démesurés. Par rapport à ça, dans la catégorie des films qui montrent des choses qu'on voit peu au cinéma, je trouve que 3000 ans à t'attendre se pose là. On voit des corps d'acteurs que moi j'ai quasiment jamais vus, sauf dans des films de genre un peu underground. C'est-à-dire on voit des acteurs qui sont plutôt très gros, voire obèses, et dont le corps n'est pas non plus le sujet principal du film. Miller a aussi fait l'effort de ne pas écrire en anglais les dialogues qui se déroulent dans le passé. Il me semble qu'il y en a en turc. Et au début, il y a même un passage en grec ancien. Tout ça pour donner un cachet d'authenticité au film. Et puis, il faut le dire, ça virevolte dans tous les sens. C'est très vivant, sinueux. La caméra semble se déplacer comme un serpent, en fait. Comme le djinn qui se déplace comme un fantôme dans les couloirs du palais du sultan. J'ai plus son nom, Mourad, je crois. Un truc comme ça. Oui, il me semble que c'était ça. Et bref, fondamentalement, enfin, moi, quand je vais voir un film au cinéma, qu'est-ce que je cherche? Je cherche une bonne histoire, des belles choses, que ce soit joli, je veux être transportée, et là, c'est du merveilleux, il y a tout ce qu'il faut pour. Complètement. 3 millions en t'attente, c'est un blockbuster beau et bizarre. D'ailleurs, la bizarrerie du film, elle est totalement indissociable de sa beauté. Comme le couple qui est formé par Tilda Swinton et Idris Elba, qu'on pourrait penser absurde dans l'idée, mais on finit par adhérer grâce au lyrisme du film. Et puis, pendant une bonne partie du film, je sais pas si c'est réel ou pas, mais j'avais l'impression que Idris Elba était gigantesque, systématiquement, du début jusqu'à la fin, par rapport à Tilda Swinton. Ouais, je pense que c'est un effet visuel, justement. Comme c'est un djinn, déjà au début, quand il apparaît, il est surdimensionné, il déborde de la chambre d'hôtel. C'est une scène assez marrante. Et ensuite, quand il fait exprès de redevenir à taille humaine, en fait, il reste quand même super grand. On peut parler d'alchimie entre les deux. Et l'autre élément étrange et frappant du film, c'est évidemment ses effets spéciaux numériques. On s'est depuis des années habitué à voir d'une part des effets numériques ternes dans certains blockbusters. Je pense notamment aux films intégralement en fond vert comme les films Marvel. Oui, auxquels on revient toujours au final pour parler de ce qu'il ne faut pas faire, mais on ne peut pas s'en empêcher. La rengaine, mais en même temps, c'est l'élément de comparaison actuel, c'est ce qui marche.
Et de l'autre, on a aussi des films qui revendiquent justement un minimum d'effets spéciaux au profit de procédés mécaniques, réalistes, notamment la Nolan, quoi. Oui, aussi, on pourrait dire une perspective de je suis un artisan du cinéma, C'est comme à ça. l'ancienne. Comme, ouais, en gros, je découle de Méliès. Et 3000 ans en t'attendent, lui, il assume pleinement son artificialité, jusqu'à lui conférer à ses effets spéciaux une matérialité, un grain assez inouï. C'est une idée visuelle d'ailleurs qui traverse tout le film. Elle est portée par le concept d'électromagnétisme du djinn et des cendres, qui est le devenir des êtres humains. Ce ne sont pas des effets spéciaux conçus juste pour en mettre plein les yeux, mais Miller, il leur confère une forme de poésie assez singulière et unique. Poésie d'ailleurs liée, il faut le dire, à la tradition du conte oral en Orient, puisque c'est un film 3000 ans à t'attendre qui en fait est adapté d'une nouvelle qui a rappelé à George Miller, lui-même il a déclaré les fameux contes des Mille et une nuits. Très bien, je ne savais pas. Heureusement qu'en tout cas que nous avons choisi ce film, car c'est bien le seul que tu as aimé de la sélection cinéma, Julie. Ouais, je confirme, Morgane, enfin que nos auditeurs d'ailleurs se rassurent à ce sujet. Toi et moi, nous ne sommes pas un être humain bicéphale, nous ne sommes pas d'accord sur tout. Et pour ce qui est de Nope, c'est pas du tout le cas à quelques détails près, donc c'est le moment de mettre les pieds dans le plat. Nope est le troisième long métrage de l'humoriste, acteur et réalisateur Jordan Peele, un cinéaste nord-américain qui a démarré sur les chapeaux de roue, c'est le cas de le dire, sa carrière de cinéaste après avoir pendant des années été la moitié du duo comique Key and Peele avec Get Out, sorti en 2017. En 2019, et même s'il a connu un franc succès, la réception d'Us, son deuxième film, a été plus partagée. Et je confirme. Beaucoup y voyaient déjà les limites du cinéma de Peele, entre esbrouf et mépris du genre horrifique. Après une multitude de projets en tant que producteur dans la série Lovecraft Country, très bonne série d'ailleurs. Qui est sur quelle plateforme? OCS, normalement c'est HBO. D'accord. Avant l'arrivée d'HBO Max, je crois que c'est encore OCS. Donc la série Lovecraft Country, ou le reboot de Candyman l'année dernière, Peele a fait cet été son retour avec Nope, un film d'ovni et d'invasion extraterrestre. Nope raconte l'histoire d'un frère et d'une sœur, O.J. et Emerald Haywood, qui sont liés au cinéma via l'affaire de leur père, dont O.J. a hérité, à savoir le dressage de chevaux pour des films à des fins cinématographiques. Ils ont pas mal de difficultés à faire tourner la boutique, ce à quoi s'ajoutent des événements paranormaux. Ça commence par des problèmes d'électricité, des chevaux qui déraillent, et ça finit par l'apparition d'une soucoupe volante. O.J. et Emerald voient là un moyen d'en finir avec leurs problèmes financiers, parce qu'ils se disent qu'en filmant cet ovni, ils vont pouvoir vendre la vidéo et en retirer des dollars. Et bien évidemment, ça s'avère moins facile que prévu. Personnellement, j'ai adoré le film. Donc avec Nope, enfin Jordan Peele confirme les espoirs placés en lui depuis Get Out, et même Husk, moi, que j'avais apprécié. Il quitte enfin le film à concept pour raconter une histoire avec de vrais personnages, mais son style reste inchangé par contre. Donc c'est toujours de l'horreur, animé par l'idée de réécrire une histoire du cinéma d'horreur du côté des Noirs, qui pour le coup ont toujours été mis de côté, malgré quelques exceptions. Je déteste cette expression, mais Nope, c'est clairement le film de la maturité pour Jordan Peele. De mon côté, j'ai pas vu Get Out, mais avec Us, j'ai quasiment rejeté le cinéma de Jordan Peele. Et Nope n'a fait que me conforter dans ma position vis-à-vis de ce qu'il propose. Je trouve que les intentions de Peele sont louables. C'est important de raconter autre chose en termes d'horreur, même si c'est pas un genre comme tout ce qui est parfois estampillé abusivement de sous-genre, qui à mes yeux fait défaut au noir, bien au contraire, et tu en sais quelque chose, Morgane. En somme, j'estime qu'on n'a pas attendu Jordan Peele pour parler des Noirs à travers l'horreur au cinéma, mais pourquoi pas, comme on n'a pas attendu Jordan Peele pour parler des minorités, des femmes, des lesbiennes et j'en passe, dans ce qui est cinéma d'horreur, et comme de manière générale, tout ce qui est, encore une fois, considéré comme sous-genre, a toujours parlé des minorités. Mais donc par rapport à ça, pour moi, en fait, le problème, et c'est une affaire de ressenti pur, c'est-à-dire que ce que je vais dire là, c'est un avis. J'ai pas d'éléments
spécialement de mise en scène ou autres qui vont vraiment l'étayer. C'est donc un ressentiment, ou plutôt non, pas un ressentiment, pardon, un ressenti, parce que c'est pas du tout la même signification. Mais on n'est pas loin. Tu as On un est- ressentiment contre le cinéma de Jordan Peele. Non, pas un ressentiment, je détestais nos... Non, mais non, j'ai vraiment pas aimé. Mais donc, dans cette histoire de ressenti, en fait, Peel m'a plus donné l'impression de se regarder, voire quelque part de s'admirer, parce que quand on se regarde, parfois on s'admire en train de raconter une histoire des Noirs avec des Noirs, que de vraiment raconter une histoire avec des Noirs. C'est-à-dire qu'il y a une forme de recul qui s'opère dans Nope, dans la mesure où j'ai trouvé que le film était parasité par beaucoup trop d'éléments discordants à mon goût, notamment l'écriture poussive de ces personnages, comme celui de la sœur Emerald, que j'ai trouvé insupportable, mais pas que. C'est-à-dire que comme une impression que Peel, pour le dire très simplement et sans en faire des caisses, a voulu raconter tellement de choses que, encore une fois, c'est comme si il avait été fier de ce qu'il voulait raconter. Je vais rebondir d'abord sur le personnage d'Emerald. Effectivement, un personnage un peu irritant, mais qui finit par devenir attachant. C'est un peu l'écriture classique du personnage qui apparaît un peu extraverti, enfin, un peu carrément extraverti, comparé Carrément d'ailleurs à extraverti. son frère qui lui est totalement introverti. C'est Bien sûr. le Les yin deux et le sont yang. complémentaires. Hein. Oui, c'est ça. Il y a une bonne dynamique et en fait, au fur et à mesure, l'un devient sympathique et l'autre attachant. Enfin. Mais sinon, je vais rebondir maintenant sur ce que tu disais par rapport au fait de la représentation des Noirs dans le cinéma d'horreur. Je suis pas totalement d'accord. Il y a des exemples, mais ils sont limités. Il y a eu The Intruder de Roger Corman, La Nuit des Morts Vivants de George Romero, Le Sous-sol de la peur de Wes Craven, ou encore Candyman de Bernard Rose. Mais c'est à peu près tout. Et puis surtout, ces films, ils ont été réalisés par des cinéastes blancs. Et pour moi, ça a un impact parce que même s'il s'agit de chefs-d'œuvre, ils mettaient surtout en scène des personnages noirs qui étaient isolés, en danger dans une communauté blanche, mais pas, ils filmaient pas une communauté noire en fait. On voyait pas le point de vue des noirs. Et pareil, enfin Candyman, du coup, on voit les ghettos new-yorkais, mais c'est New York d'ailleurs. Il faudrait que je vérifie, mais c'est New York. Mais le personnage principal, c'était une femme blanche. Moi, ce que j'aime avec Jordan Peele, c'est qu'il a réinvesti les sous-genres de l'horreur en les traitant via son prisme, celui d'un réalisateur afro-américain, et il le fait très bien. Nope, pour moi, donc ça brasse la quatrième dimension, les oiseaux d'Hitchcock et les films de Spielberg, mais ils sont remodelés par sa vision. Et par contre, s'il remodèle, ce n'est pas un copiste. Il s'inscrit dans leur lignée et apporte sa touche perso. Alors oui, il y a des exemples limités, certes, mais ce sont quand même des exemples qui existent. Concernant ces références, surtout Spielberg, j'y suis peu sensible parce que c'est un réalisateur que j'apprécie, mais j'ai pas une affection ou une attache particulière pour Spielberg. Je précise d'ailleurs aux auditeurs que tu as fait, Morgane, lors de tes études en cinéma, un mémoire sur Spielberg, si tu veux bien rappeler rapidement l'intitulé. C'était Spielberg, un cinéma de l'émerveillement. Donc voilà, c'était sur comment une esthétique du cinéma de Spielberg était de l'émerveillement. Je vais Donc, pas en dire plus, mais voilà. donc voilà, pour le coup, c'est un réalisateur que tu connais bien. Après, bon, j'en parle rapidement pour l'aparté, mais je ne suis pas du tout en train de dire que tu as apprécié Nope de Jordan Peele, parce qu'il y a des éléments de Spielberg dans le Nope. Mais je peux pas m'empêcher, en fait, de relever au passage que son cinéma à Peele, qui parle sans cesse, ou pas plutôt qui parle, mais qui veut parler, et qui le veut très fort, hein, parler d'affranchissement, on peut pas lui retirer ses intentions, elles sont légitimes, lui-même il est légitime, c'est pas la question. Mais cet affranchissement, en fait, il est paradoxal, parce que Peele, finalement, pour moi, il ne fait que rester collé à des références bien installées dans la norme, comme celle que tu as citée précédemment. Par extension, je pense que c'est aussi ce qu'on a pu lui reprocher quand on l'a d'emblée associé à la fameuse Elevated Horror, qui est, pour le faire court et pour les gens qui ne savent pas forcément ce qu'est l'Elevated Horror, c'est toujours bien de
de faire des rappels du genre. C'est un genre auquel on a rattaché Peel, mais aussi Harry Astor, il me semble. Ouais, toute la clique A24. Oui, c'est ça, A24, qui est donc une société de production américaine qui fait des films d'horreur. Ouais, en fait, qui distribue et produit, et notamment les films de Robert Eggers, Ari Aster, ou récemment, il y a eu Alex Garland qui a fait un film d'horreur qui s'appelle Men. Même si avant, il a fait de la science-fiction, mais voilà. Et donc, l'Elevated Horror, produit et parfois distribué par A24, ce sont tous ces films, en fait, tu connais mieux la chose, Morgane, donc tu me corriges si je l'exprime pas bien, qui ont, on va dire, plus ou moins vocation en apparence, mais c'est pas forcément intentionnel, en fait, donc c'est un terme qu'on a accolé Elevated Horror un peu méchamment à ces films, qui ont donc, encore une fois, vocation à faire une horreur qui serait un peu plus léchée, un peu plus, comment dire, peut-être potentiellement plus intelligente, ou en tout cas une horreur qui aurait pas ce côté underground que pouvait avoir l'horreur dans les années 80-90. C'est pas tellement un terme négatif à l'encontre de cinéma, c'est plutôt un terme utilisé par certains critiques pour justement dire que c'est mieux que le cinéma d'horreur de base. Alors moi, je l'ai vu à l'inverse, utilisé souvent par raillerie, mais je Oui, te crois. Hein. voilà. Mais c'était juste pour dire de base, ça vient de là. Ouais. C'est D'accord. aussi pour ça que du coup, les gens qui aiment le cinéma d'horreur méprisent cette appellation et donc ce cinéaste parce que c'est utilisé par des critiques qui sont au-dessus de ça et qui aiment le cinéma indépendant, le cinéma d'auteur et qui viennent de dire que, enfin, qui se permettent de dire que c'est du cinéma mieux que l'horreur, donc c'est du cinéma d'horreur élevé, elevated. Ouais, donc je comprends pourquoi c'est un concept, l'elevated horror, qui a fait en contrepoids l'objet de pas mal de railleries. Mais il n'empêche, si on l'utilise de manière neutre pour Nope de Jordan Peele, il y a quelque chose, je trouve, là-dedans de très parlant. C'est qu'au bout d'un moment, enfin, moi j'aimerais bien que Peele, en fait, il arrête de poser ses sujets ou de prétendre à quoi que ce soit, mais juste qu'il fasse. C'est-à-dire que j'aimerais bien voir un Peele qui rentre directement sans avoir une espèce de barrière, une fenêtre, une vitre, ce qu'on veut, entre moi et son film, parce que je pense pas que la barrière, elle vienne de moi et de ma propre sensibilité. Je pense qu'elle vient plutôt de sa démarche en tant que réalisateur, en tant que cinéaste. Je le dis d'autant plus que dans ces scènes horrifiques, ce qu'il montre, moi j'ai vu moins de films d'horreur que toi, Morgane, mais enfin j'en ai quand même vu quelques-uns. Et il y a certaines choses qui montrent que j'ai pas forcément énormément vu, que ce soit dans la mise en scène, dans le montage. Je ne vais pas donner des précisions parce qu'il faut que les gens le voient et le découvrent. Mais enfin, ce qui est montré, on va dire, dans les séquences purement horrifiques, ça m'a beaucoup plu. Je trouve que ça fait preuve d'une grande inventivité. Ce que j'aime pas, et le problème, c'est ce qu'il y a tout autour. Il a une écriture qui pâtit un peu trop d'un goût prononcé pour ce que j'appelle la métaphore d'étudiant en cinéma à la fac, entre le fameux retour aux origines, la captation de son ovni animalier qui regarde aussi à son tour, le fait de voir mais d'être vu, mais en fait c'est du cinéma et les personnages ils peuvent pas voir, mais nous on les voit quand même. Enfin, c'est vraiment le genre de film qui a un propos fait pour que des gens disent en 2022 « Wow, c'est trop méta ». Et là-dedans, il y a un manque de subtilité, de profondeur que j'ai trouvé tellement navrant que ça m'a gâché le film. En fait, ce que tu reproches à Peele, c'est plutôt de faire des manifestes que des films. Non, pas forcément, parce que je ne suis pas totalement en désaccord avec ce qu'il affirme en termes de politique. Mais c'est toujours pareil, il y a l'art et la manière. J'accepte l'art, j'aime pas la manière. Oui, non, mais voilà, ce que je veux dire, c'est que tu as l'impression que le film passe derrière ce qu'il veut raconter, en fait. Je trouve. Je vois. Alors pour moi, c'est pas du tout le cas. Bon, déjà, je vais dire, rebondir ce que tu dis sur le cinéma Spielbergien dont s'inspire Nope. Donc, à la différence des films des années 2010, qui n'a fait que recracher les influences des années 80 et donc de Spielberg, avec en haut de la liste Stranger Things, série sur Netflix, Jordan Peele, je trouve que lui a compris le cinéma de Spielberg. Il n'a pas de rapport nostalgique comme il aurait face à un doudou avec ces films-là. Il va au cœur du cinéma Spielbergien pour en retirer l'essence, donc l'émerveillement, et en explorer la part trouble et sombre qui serait l'effroi. Et comment cet effroi se propage ? Par le regard.
Du coup, Peele, il substitue les regards ébahis des personnages des films de Spielberg par des regards apeurés, effrayés, donc des personnages de ces films et surtout de Nope. Et tout l'enjeu de Nope, c'est justement finalement de ne pas regarder car le regard tue, ou du moins provoque la mort. C'est une belle perversion du dispositif Spielbergien. Bien sûr, les personnages se servent de cette logique à la fin pour se débarrasser de la créature. Mais bien évidemment, ce rapport au regard, il sert une réflexion sur le cinéma, la société du spectacle et l'exploitation animale, même si c'est pas le sujet principal. Toi, tu trouves que ça manque de subtilité, et effectivement, tu n'as pas tort, parce que c'est le principal défaut du cinéma de Peele. Sauf qu'ici, toute la métaphore sur le cinéma américain et occidental, et le traitement que ce cinéma a fait des Noirs et des animaux, il s'inscrit dans une forme réjouissante, flamboyante et généreuse. Donc, pour moi, la lourdeur devient une forme de générosité. Bah, ça dépend. En fait, je l'aurais trouvée généreuse s'il y avait quelque chose de complètement fantasque, hallucinant, etc. Alors, il y a dans cet ovni qui ressemble, d'autres l'ont dit, à une baudruche qui finit par émerger dans le ciel. Bon, pourquoi pas. Mais il y a une certaine forme de logorée qui, à mon avis, est aussi liée au fait que Peele veut finalement raconter beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses dans ce film, c'est-à-dire il y a la condition des Noirs, il y a les Noirs par rapport aux Blancs, il y a les Noirs et leur traitement dans le cinéma, comme on le voit dans cette séquence qui est reprise dans des tout premiers films où on voit un Noir sur son cheval. Oui, c'est un film, enfin c'est une vue d'Edward Muybridge a pris plusieurs photos en fait, capté plusieurs photos pour ensuite, de manière continue, donner l'impression d'un film et donc de mouvement et détailler le mouvement du cheval. C'est d'abord un scientifique. Il y a aussi, certains l'ont vu et je trouvais ça très juste, tout ce qui est condition animale et le parallèle entre la condition animale dans Nope et effectué aussi avec la condition des Noirs pour dire que les Blancs traitent tout le monde plus ou moins mal. Bref, il y a aussi tout ce discours sur le cinéma du sachant, du vu, de celui qui est vu, de celui qui est épié, de celui qui observe. Quel impact ça a sur l'objet observant et observé. Bref, en fait, il y a, je trouve, beaucoup de choses. Et moi, en fait, c'est ça que j'ai pas aimé, c'est que j'ai pas réussi à digérer le film, malgré ses bonnes idées, parce que c'était trop, au final. Ouais, je comprends. Alors que moi, tu vois, tout l'inverse, ça m'a transporté, notamment l'ambition narrative du film qui est scindée en plusieurs parties. Je sais que ça t'irrite, mais pour le coup, il y a un côté aussi. Ça Je te m'irrite laisse parce que parler. le chapitrage, c'est un procédé littéraire. Alors, on va trouver ça paradoxal, oui, mais avant, Julie, tu as parlé de 3000 ans à t'attendre, qui a aussi un chapitrage, mais ça t'a pas gêné. Pourquoi? Parce que 3000 ans à t'attendre, par exemple, qui se basait sur le côté 1001 nuits, il y avait ce chapitrage parce que c'était une référence. Là, dans Nope de Jordan Peele, non seulement il y a ce chapitrage que j'ai trouvé inutile au film, mais à la limite c'est du détail, mais en plus il y a une citation en exergue que j'ai relue juste avant le podcast, mais je m'en rappelle plus, je vais pas la citer, vous la verrez quand vous verrez le film, sinon vous vous en rappellerez forcément, qui je trouve n'apporte rien au film et qui là encore ressort du procédé littéraire. Bref, il y a énormément de fioritures dans cet ensemble qui a fait que j'ai absolument pas réussi à l'apprécier, que Nope m'a pas réconcilié avec le film de Jordan, enfin avec pardon le cinéma de Jordan Peele, mais ça n'empêche pas que je continuerai à aller voir ces films. Bon, toi aussi Morgane, de toute façon tu aimes, donc voilà. J'adore. Mais je continuerai à aller voir ce qu'il fait parce qu'en fait j'attends vraiment le moment où j'estime que Peele sera capable de raconter une vraie histoire sans en faire des manières tout autour. Ce qui, pour moi, il n'a pas réussi du tout. Ouais, alors pour conclure, moi je dirais juste que Peele a réussi à enfin raconter une histoire. Et voilà, juste pour dire que j'ai adoré ce film parce que enfin Peele saisit toutes ses idées pour créer une histoire cohérente avec une vraie place pour l'angoisse, pardon. Et pour moi, il se propose il se pose plutôt comme l'un des plus grands cinéastes d'horreur américains de sa génération, et il prend le flambeau de Shyamalan, qui lui-même avait déjà été inspiré par Spielberg sans être un copiste, et c'est ce qu'est Jordan Peele.
Donc voilà, on va terminer sur ça. Oui, ben on verra, Morgane, si l'avenir te donne raison sur la carrière de Jordan Peele. Et on va justement en profiter pour enchaîner sans transition réussie. Tant pis, ça arrive même au meilleur. Avec le film VOD Escape from Mogadishu. Escape from Mogadishu est le nouveau film de Ryo Sang-wan, réalisateur sud-coréen productif dont seule la précédente réalisation Battleship Island a eu les honneurs d'une sortie en salle en France. Escape from Mogadishu n'aura pas cette chance puisqu'il est sorti directement en VOD et il aura le droit à une sortie DVD le 21 septembre prochain grâce à ESC Distribution. Tu peux nous en dire plus sur le film, Julie ? Alors l'histoire est simple, on est en Afrique à Mogadiscio à la fin des années 80. La Corée du Sud cherche des voix en Somalie, notamment, mais pas que, mais bref là on est en Somalie, pour obtenir une place à l'ONU si j'ai bien compris. Mais l'ambassadeur coréen et son équipe doivent lutter sur deux fronts. D'abord, apprendre à composer avec leurs interlocuteurs, dont ils connaissent pas spécialement la culture, je crois qu'on peut dire ça, mais aussi à se débarrasser de la concurrence instaurée par la Corée du Nord qui les suit et les talonne de très près. Cette bataille va voler en éclats suite à une rébellion massive du peuple somalien qui demande purement et simplement le départ du président Mohamed Siad Barre, en poste depuis plus de 20 ans à la tête du pays. S'ensuit une guerre civile dans laquelle c'est chacun pour soi, avec un seul objectif pour nos ambassadeurs coréens, fuir le pays à tout prix et survivre. Julie, tu n'as pas vu Battleship Island, mais moi oui, et je peux dire qu'on retrouve ici les mêmes ingrédients. La reconstitution, elle est sacrément impressionnante. Le film, il donne vraiment l'impression d'être tourné à Mogadiscio dans les années 90. Beaucoup de figurants à l'intérieur, c'est vrai, beaucoup de gens en fait. Ouais, c'est ça, les scènes de masse font vraiment un sacré effet, quoi. T'as pas l'impression qu'il y a 3 pecnos au milieu d'une grande place, quoi. Et dans son aspect film d'action, le film est réussi. Escape from Mogadishu alterne les morceaux de bravoure jusqu'à une course-poursuite finale haletante qui m'a rappelé celle de Peninsula, d'ailleurs, mais en plus réaliste. Je crois que c'est ton cas aussi. Oui, parce que, en fait, je croyais que j'allais voir un film d'action avec un contexte géopolitique fort. Mais en vrai, c'est plus un prétexte pour mettre en scène une sorte d'échappée classique qu'un scénario qui veut expliquer les tenants et les aboutissants de la diplomatie à l'ONU ou des chaises, on va dire du jeu des chaises musicales à la tête des pays africains. À tel point que pour en revenir justement à la course-poursuite de Peninsula, le film se sert de la guerre civile en Somalie pour faire des participants, donc des protagonistes de cette guerre, comme des zombies qui vivent et agissent en tant que tels. Quelques exemples concrets, dans le style, on va dire, zombie, il y a les mouvements, les cris à répétition, la façon de filmer la caméra aussi, très nerveuse, très film d'horreur, ou encore la démarche hésitante et silencieuse des ambassadeurs coréens dès qu'ils ont peur d'attirer l'attention des rebelles, comme au moment de la prière quotidienne. En clair, Escape from Mogadishu reprend les codes du film de zombie. Ouais, et puis les décors de la ville de Mogadiscio quand la guerre civile éclate. Ça fait complètement post-apo. Ouais, avec des flammes partout, des carcasses de voitures. Il y a un côté film de zombies. Mais pour moi, c'est justement là que le film, comme Battleship à l'époque, devient problématique. Parce que pour rappel, le précédent film de Ryo Sang-wan avait été décrié par certains pour sa réécriture de l'histoire. Le film, il se passait dans un camp de travail japonais et on suivait l'évasion des prisonniers sud-coréens. Et alors, en vérité, il n'y a jamais eu d'évasion de cette ampleur et le réalisateur filmait le camp comme un camp de concentration en reprenant certaines des imageries, si on peut dire, des films sur les camps de concentration avec une arrivée de train, pas mal de grisailles. Et il a exacerbé la violence des officiers japonais dans le but d'exciter la fibre anti-japonaise des Coréens et de créer un sentiment populiste de fierté nationale. Est-ce que tu sais si ce film-là, son film précédent, Battleship Island, avait eu beaucoup de succès en Corée, Morgane, ou pas ? Bah ouais, c'était, je crois à l'époque, c'était le plus gros carton de l'histoire du cinéma coréen. Ah, carrément, le plus gros carton du cinéma, de l'histoire du cinéma coréen. Ouais. D'accord. Plus de 6 millions d'entrées, je crois. Ah ouais, quand même.
Et donc là, Escape from Mogadiscio, il a le mérite d'être plus nuancé, hein. Il opte même pour un rapprochement des deux Corées. Mais le portrait qu'il fait de l'Afrique comme une terre sauvage, déshumanisée, corrompue, m'a personnellement dérangé. Ouais, c'est aussi mon cas. Il y a quand même dans Escape from Mogadiscio, il y a énormément d'exotisme là-dedans et un exotisme que je pensais pas retrouver en 2022. J'aime pas critiquer les films en parlant uniquement des questions politiques, mais sans être une mauvaise production, il y a quand même un problème dans la façon dont les Africains sont dépeints dans le film. Et je parle pas seulement du fait que les Noirs n'ont que des petits rôles, parce que bon, ça en soi, c'est déjà dommage, mais de les montrer tout le temps en fait agressifs, comme des zombies. Alors, c'est le concept, mais il y a pas de nuance là-dedans. Ryo Sung-wang, il insiste d'ailleurs beaucoup, avec une certaine complaisance, j'ai trouvé, sur les rebelles en face somaliens, donc les enfants, qu'il adore montrer armés et comme avides de sang. Ce sont des images assez gênantes. Accidentellement, ça marche dans une scène où il les ramène à leur humanité en leur faisant mimer des jeux de leur âge avec des enfants coréens. Mais il abandonne très vite ce registre pour retourner à un manichéisme qui est complètement dépassé. Oui, et c'est dommage parce que toi aussi t'as trouvé, mais le film il se regarde sans déplaisir. C'est bien fichu, bien ficelé, fort en rebondissement et les acteurs principaux ils sont très convaincants. Même le message du film en faveur d'un rapprochement des deux Corées, il se révèle singulier. Je veux dire, moi, j'avais seulement vu ça dans The Spy Gone North, sorti il y a quelques années, si on reste dans le cadre des grosses productions coréennes. Et si le cinéaste modèle encore une fois les faits réels, il le fait ici avec une intention louable et pacifiste. Mais c'est vraiment la vision de l'Afrique qui est déplorable, une critique qu'on fait habituellement d'ailleurs aux films d'action américains se déroulant en Amérique du Sud, au Moyen-Orient. Il y a une forme de condescendance qui n'est pas très éloignée du racisme. Rien que pour ça, je ne suis pas étonné qu'aucun distributeur n'ait tenté de le sortir en salle en France, alors que le film a connu un énorme succès lui aussi au box-office sud-coréen. C'est le deuxième de l'année 2021. D'autant plus qu'il a un côté daté, on dirait une production américaine des années 90, ce qui, je trouve, personnellement a son charme, mais pour le public, ça attire moins que les grosses productions Marvel. Oui, surtout aujourd'hui. Et puis, comme toi, Morgane, je pense pas que malgré son succès en Corée, que le film aurait été bien reçu à l'étranger, notamment en France, même si il me semble qu'il a été sélectionné par la Corée pour représenter le pays aux Oscars du meilleur film étranger. Oui, d'ailleurs, tu vois, au final, il s'est pas retrouvé dans les 5 premiers, je crois, pour la nomination. Moi, ça m'étonne pas du tout, tiens. Il y a... Non, pour après en revenir strictement techniquement, on va dire, au film, il y a des mouvements de caméra que j'ai trouvé intéressants. Par exemple, au moment de la course-poursuite, on a l'impression que la caméra passe de voiture en voiture en traversant les voitures par les fenêtres qui ont été trouées, criblées par les balles, les mitraillettes. C'est pas mal. Enfin, je veux dire, il y a une sorte de mouvement qui est intéressant et qui fait justement très film d'action. L'humour aussi, l'humour est très bien, il est plutôt bien distillé. Il y a de l'émotion, enfin, le sujet est quand même assez intéressant et important. C'est juste que ça manque de maturité en termes de représentation et donc en termes de narration. Morgane, vu qu'on a déjà le programme pour la prochaine quinzaine, est-ce que tu veux bien l'annoncer avec le sujet de discussion en préambule ? Oui, on se retrouve dans 2 semaines avec un programme 100% cinéma français. On parlera de Chronique d'une légion passagère d'Emmanuel Mouret, de Rodéo de Lola Quivron, de Avec amour et acharnement de Claire Denis, et de Ideus, le nouveau court-métrage de Yann Gonzalez qui sera disponible en septembre sur Mubi. Ce sera donc notre film VOD. Enfin, on abordera un sujet qui fâche, la distribution, et pourquoi il faut arrêter de lui taper dessus injustement. J'espère qu'il y en a qui vont avoir hâte de nous entendre parler de distribution. Sinon, pour nous aider à progresser et pour nous faire connaître auprès d'autres auditeurs, s'ils voulaient bien, bien sûr, abonnez-vous au podcast. On est sur Spotify, Apple Podcast, on est sur Deezer. Enfin, on est sur tout un tas de plateformes que j'ai oubliées. Si on n'est pas disponible sur une plateforme à laquelle vous pensez, n'hésitez pas à venir nous le dire sur Twitter. On rappelle le pseudo de notre compte, c'est @arrêt-caméra. Et on vous dit à dans 2 semaines. Au revoir.